Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez votre émission entre deux news émissions d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Émission diffusée du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur la chaîne numéro 208 du bouquet Canal+, et sur Facebook Reflet TV. Ce soir, nous vous proposons un spécial débat autour de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile ivoirienne. Organisation de la société civile, la liberté d'association et des réunions est-elle menacée? C'est le sujet de ce débat de ce soir avec deux hommes de droit. Dr Youssouf Meïté, docteur en droit public, analyste politique, enseignant-chercheur. Bonsoir, Maître Meïté. Bonsoir, monsieur. Et un second invité, Éric Aimé Sémian, président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur. Alors, tout de suite, première question, Maître Meïté, que dit l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 qui suscite beaucoup de réactions en Côte d'Ivoire? Bon, l'ordonnance, déjà, il faut donner le contexte dans lequel l'ordonnance a été adoptée. Allez-y. Par le gouvernement. Vous savez que nous avons été indépendants depuis le 7 août 1960. Et depuis cette date, le 21 septembre 1960, il y a une loi qui régit les associations. Donc, ça fait 64 ans que cette loi régit les associations. Or, force est de constater que la société a évolué. Nous constatons la multiplication des associations, des différentes formes d'associations. Donc, il s'est trouvé que la loi était devenue obsolète, était devenue insuffisante pour encadrer les activités des associations. Donc, cette ordonnance vient à point nommé pour essayer de prendre en compte les nouvelles formes d'associations qui ont été créées, telles que les ONG, les fondations, les organisations culturelles. Et cette ordonnance permet de mettre en conformité l'organisation, le fonctionnement, le financement des associations avec les exigences même aujourd'hui sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme, le financement, le blanchiment des capitaux et le grand banditisme. Donc cette ordonnance est d'une importance capitale parce que l'ancienne loi n'avait que 38 articles. Et cette ordonnance a 135 articles définit chaque association dans les moindres détails, conformément au droit positif, donne l'organisation, le fonctionnement de ces associations et donne aussi des devoirs que ces associations doivent accomplir pour qu'elles puissent exercer leurs activités dans un cadre juridique sûr. Donc finalement, je pense que cette ordonnance est une bonne ordonnance qui permet quand même d'encadrer correctement les associations qui aujourd'hui peuvent exercer dans un cadre juridique sûr. Donc je suis étonné que certaines organisations de la société civile contestent de tout point de vue, que ce soit sur la forme et le fond, cette ordonnance. Bien avant de rentrer dans le fond du sujet, de revenir à vous, M. Sémian, on n'arrive pas à comprendre une ordonnance qui existe depuis 1960 et c'est, une loi sur les associations qui existe depuis 1960 et c'est en 2024 qu'on se rend compte que cette loi est obsolète. Non, cette loi est obsolète depuis très longtemps. Moi-même, je suis enseignant, ma matière principale, c'est les libertés publiques. Donc, l'un de mes outils, c'est la loi de 1960 sur les associations. Donc, quand j'enseigne cette matière, j'ai dit plusieurs fois aux étudiants que cette loi ne peut pas quand même est insuffisante pour traiter le cas des associations. Donc, il faut une nouvelle loi. Bien, nous verrons tout à l'heure les insuffisances. Alors, M. Sémian, vous êtes contre la prise de cette ordonnance. Pour vous, il fallait prendre une loi. Et puis, qu'est-ce qui gênerait les associations, en tout cas en Côte d'Ivoire, dans cette ordonnance-là? Merci cher monsieur. D'entrée de jeu, je voudrais dire que je suis sur ce plateau au nom de 5 organisations. Vous me permettrez de les citer. Allez-y. Voilà, je suis là en tant que président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Je représente également l'association Civis Côte d'Ivoire, présidée par le Dr Kwame Christophe, l'association ACI, Alternative Côte d'Ivoire, présidée par Mme Picheri Gbalé, l'ONG Alerte Conflit, présidée par M. Tano Niangouin, l'ONG New Impact Generation, présidée par M. Brousset, et un mouvement de jeunesse africaine engagé, présidé par le Dr Seri Makatu. Je voudrais commencer par dire que nous sommes des professionnels de la société civile, des professionnels des libertés publiques, en plus d'être juristes. Ce qui veut dire
nous n'avons aucun intérêt à contester une loi qui est bonne. Donc la loi qui est bonne pour nous en tant qu'acteurs de la société civile, professionnels des droits de l'homme et des libertés publiques, c'est nous-mêmes qui allons l'applaudir dès demain, n'est-ce pas? Mais si nous, dans une démarche citoyenne et purement juridique, nous levons pour dire que, tant dans la forme que dans le fond, elle n'est pas la bienvenue, en tout cas présentée comme ça. Pourquoi? Je m'explique. D'abord, comme il l'a dit, la loi de 1960 présentait des insuffisances. Avant même d'être obsolète, elle présentait des insuffisances. Bien sûr, on a évolué, je suis d'accord avec ce narratif. Nous avons été appelés par le ministère de l'Intérieur. En 2019, on a commencé des réflexions ensemble. Donc l'initiative est conjointe, ministère de l'Intérieur, société civile, comme ça doit se faire dans toute démocratie. On a continué les discussions jusqu'en 2022. On n'est pas tombé d'accord sur un certain nombre de points, et le ministère de l'Intérieur était censé nous revenir avec une mouture d'un projet de loi, d'un avant-projet de loi. À notre grande surprise, on découvre dans le journal officiel une ordonnance prise en cette forme, l'ordonnance que vous connaissez. Du coup, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. On ne peut pas réglementer une corporation à l'insu de cette corporation. La moindre des choses. D'abord sur la forme. Pourquoi une ordonnance? Pourquoi une ordonnance? C'est le point principal. Donc on veut faire évoluer une loi par une ordonnance. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est l'immixtion du président de la République dans un domaine qui est réservé à la loi. Donc c'est une permission qu'il demande pour agir dans un domaine qui est réservé à la loi. Et la Constitution permet cela? La Constitution permet cela, mais ce n'est pas le principe en fait. Je vais dire, c'est une autorisation qu'il demande. Donc si la Constitution fait bien le distinguo entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, démocratiquement, ça doit être vraiment de manière pas très régulière que le président intervienne dedans, dans le domaine de la loi. Ça c'est un. De deux, il n'y a que la matière sur laquelle porte l'ordonnance, les droits de l'homme, les libertés publiques. Ça commence par l'article 1er de la Constitution. Depuis le préambule de la Constitution, les droits de l'homme apparaissent en filigrane dans la Constitution. Ce qui veut dire que la Constitution marque son grand attachement à l'ensemble des droits de l'homme et des libertés publiques, y compris la liberté d'association que cette ordonnance est censée régler. Question. Qu'est-ce qui n'a pas été urgent sur les 64 ans, entre 1960 et 2024, qui devient tout d'un coup urgent et qui amène le président, parce que l'article 106 dit le président peut demander l'autorisation d'intervenir dans le domaine de la loi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. La mise en œuvre de son programme concernant la société civile, nous ne comprenons pas bien. Pendant que l'Assemblée nationale est en session, parce qu'au 12 juin, l'Assemblée nationale était en session. Alors, c'était quoi le problème? Pourquoi on aille vite avec une ordonnance? Vous comprenez? Par principe, une ordonnance, son nom le dit, c'est un ordre. Le président ordonne, c'est-à-dire qu'il se passe du débat parlementaire. Pour nous, la question est tellement centrale des droits de l'homme. C'est le fondement de notre contrat social. Qu'il aurait fallu qu'il y ait un débat devant les élus de la nation qui sont la représentation nationale. Parce que notre Constitution ne fait que parler des droits de l'homme. Donc il faut un minimum de prudence vis-à-vis de la réglementation en matière de droits de l'homme et l'ensemble des libertés publiques liées. Maintenant, dans le fond... Sur la forme, je peux intervenir, s'il vous plaît. Bon, allez-y, on reviendra tout à l'heure pour que vous continuiez sur le fond. Restons sur la forme et puis... Voilà, allez sur la forme pour sur la forme, je suis d'accord qu'il aurait peut-être fallu une loi. Mais ce que mon contradicteur ne dit pas suffisamment, c'est que c'est la Constitution qui donne le pouvoir au président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi. À partir du moment où vous êtes d'accord, vous défendez les autres dispositions de la Constitution, il est curieux que vous contestez ce fait-là, ou même vous critiquez ce fait-là. C'est la Constitution qui donne le pouvoir. L'article 106 de la Constitution est très clair. Le président de la République peut intervenir dans le domaine de la loi. À partir du moment où il y a une loi d'habilitation et qu'après l'ordonnance, il y a un projet de ratification et que l'ordonnance est ratifiée, ça a la même valeur qu'une loi. La même valeur juridique. Ça a la même valeur juridique qu'une loi. Et l'article 106 précise que l'ordonnance, à partir de sa ratification, ne peut être modifiée que par une loi. Donc, si la Constitution autorise le président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi, mais pourquoi il ne peut pas intervenir pour réglementer les libertés publiques, notamment la liberté d'association? Parce qu'il est du devoir de l'État d'aménager les libertés publiques. Donc, à partir du moment où le président de la République exerce son pouvoir constitutionnel, je ne vois pas où est le problème. Oui, maintenant, attendez, concernant la ratification, les députés, lorsque le projet va se présenter devant eux, ils n'ont pas une obligation de ratifier.
ils peuvent rejeter le projet de ratification. Je termine sur un élément. Mon contradicteur disait tout à l'heure que les libertés publiques sont fondamentales. Il a cité l'article 1 de la Constitution, d'autres articles de la Constitution. C'est vrai que les libertés publiques sont fondamentales, mais la Constitution n'interdit pas au président de la République d'intervenir en matière de liberté. Il y a, dans certains pays, où la Constitution interdit au président de la République, lorsqu'il veut intervenir dans le domaine de la loi, par ordonnance, sur certaines dispositions. Je prends par exemple le cas de la France. Les lois organiques, les lois sur la sécurité sociale, les lois des finances ne peuvent faire l'objet d'ordonnances. Or, en Côte d'Ivoire, force est de constater qu'il n'est écrit nulle part, dans aucune disposition de la Constitution, que le président de la République ne peut pas intervenir dans tel domaine de la loi. Mais est-ce que c'était nécessaire de prendre une ordonnance? Je reviens, parce que le débat va se lancer sur ce point. Maintenant, même le Conseil constitutionnel, dans un avis en 2021, a dit que le président de la République peut intervenir dans le domaine de la loi organique, comme dans le domaine de la loi ordinaire, qu'il ne faut pas distinguer ou la Constitution ne distingue pas. Maintenant, concernant l'opportunité, ça peut se discuter. Est-ce que, monsieur, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes face à une menace de terrorisme? Nous avons des pays à la frontière qui luttent contre le terrorisme, où des gens sont tués par des terroristes. En Côte d'Ivoire, il y a eu des attaques terroristes. À Grand Bassam, à Kafolo. Récemment, il y a 27 personnes dont les comptes ont été gelés par le ministre du Budget par rapport à leur financement au terrorisme. Or, cette loi-là permet de donner les moyens à l'État pour indiquer le terrorisme. Parce que ce que vous devez comprendre, le terrorisme passe souvent par des associations. C'est le terreau fétiche des associations. Je peux citer plusieurs rapports qui établissent que les terroristes, par rapport à leur financement, le blanchiment des capitaux et autres, passent par certaines associations. Donc, il est normal qu'un État sérieux se penche sur cette question et essaye d'établir des dispositions permettant de contrer tout ça. Donc, l'urgence peut s'expliquer par ça. Donc, il y avait urgence de prendre une ordonnance à la place d'une loi. On pourrait prendre une loi, mais l'ordonnance n'est pas illégale. Voilà. Donc, l'urgence peut se justifier par le fait que nous sommes sur une menace du terrorisme. Bien, M. Sémion, allons maintenant dans le fond. Nous n'avons pas assez de temps. On n'a que 55 minutes pour les débats. On ne va pas aller dans le fond sur le champ parce que... oui, mais on est tenu par les temps également. Oui, mon contradicteur a ouvert... On va répondre rapidement et aller dans le fond. Voilà. Qu'est-ce qui gênerait? Nous sommes plus dans le domaine de l'opportunité, de l'inélégance républicaine que de celui de la légalité. On le sait tous. Le domaine de l'ordonnance est un domaine qui doit être en fait exceptionnel pour nous. Vous voyez, la Constitution, l'article 106 dit, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, vous comprenez? C'est quoi le programme du président de la République concernant la société civile? On ne nous l'a pas dit. Ensuite, l'article 102, relativement aux lois organiques. L'article 102 nous dit quoi? Je vais vous le lire. L'article 102 dit... Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Structure et ou système. L'article 26 de la Constitution dit, monsieur, que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays dans la sous-région à avoir dans sa constitution le mot société civile. Et les rédacteurs de cette constitution, dans, je veux dire, leur haute intelligence et leur haute actualité, ils ont été très bien inspirés de mettre ça là-dedans. Pourquoi? Que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. Parce que cette affaire de théorie de séparation des pouvoirs, depuis Montesquieu, elle est en train d'être remise en cause. Il n'y a pas que le législatif, l'exécutif et puis le judiciaire. De plus en plus, on parle de nouveaux acteurs constitués comme pouvoir ou bien comme contre-pouvoir. À cela, on ajoute quoi? La société civile, les think tanks, les ONG. On ne peut pas dire que ces acteurs-là ne constituent pas un pouvoir en tant que tel. Et ça, ce n'est pas une invention de la Constitution ivoirienne. Prenez tous les manuels de droit constitutionnel actuels, on parle du rôle constitutionnel des ONG et des associations. La Constitution de Côte d'Ivoire est un peu donc avant-gardiste, elle est en avance, qui consacre le rôle de la société civile. Dans notre lecture, il était même possible d'adopter une loi organique. En lecture de l'article 26, il était possible d'adopter une loi organique parce que c'est un système, une structure. On vous a bien compris. La Constitution crée. Vous aurez l'occasion. Je n'ai pas fini. Président, en quoi cette ordonnance est un danger qui plane sur les organisations de la société civile? Parce que nous ne comprenons pas. Pourquoi est-ce que dans un pays, alors qu'il est question
de réglementer le fonctionnement des organisations de la société civile qui, d'après la Constitution, sont une composante d'expression de la démocratie, ont fait le lien direct avec la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il y a un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est de quoi? Et nous ne sommes pas d'accord avec ce sous-jacent, qui ne nous paraît pas poli. La Côte d'Ivoire a déjà un national juridique en matière de lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire a déjà un national juridique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place des structures, des juridictions pour faire face à ces phénomènes. Donc, adopter tout de go une ordonnance qui, en même temps qu'elle réglemente les associations, crée un pont entre les associations et la lutte contre le terrorisme. Est-ce à dire, et là je ne suis pas d'accord avec ce narratif, que ce n'est pas les associations. Est-ce qu'on a un précédent ici en Côte d'Ivoire? Même si c'est le cas, la réglementation sur le blanchiment d'argent ou bien le terrorisme peut bien en parler. Vous comprenez? Le groupe d'action financière internationale, le GAFI, a interpellé l'État de Tunisie il n'y a même pas longtemps sur cette même allusion. Et je vais vous partager le test. Non, mais attendez. Vous comprenez? Parce qu'il avait été dit, on ne peut pas tout de go appliquer cette législation-là. Je vais dire aux ONG en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, parce que même dans ces structures, il y a des critères, des degrés dont il faut tenir compte pour ne pas que ça vise directement toutes les associations. Il faut séparer les deux. D'une chose, on veut réglementer les organisations de la société civile pour permettre, n'est-ce pas, une meilleure organisation de la liberté d'association dans ce pays, ou alors on veut lutter contre le terrorisme. Si le lien doit être fait, mais on fait le lien dans la législation contre le terrorisme, dans la législation sur le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas le texte qui réglemente les ONG qui doit en même temps réglementer la lutte contre le terrorisme. Bien, on vous a bien compris. Maître Meïté, allez-y. Déjà, concernant même le fait qu'ils disent que les associations peuvent être régies par une loi organique, c'est archi faux. Parce que la loi organique sert à réglementer le fonctionnement des institutions. Structurer le système. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous dit dans la Constitution que vous êtes une institution? Mais qu'est-ce que ne le dit pas? Aucune disposition. Qu'est-ce que ne le dit pas? Les structures et systèmes, on les connaît. Citez-les. Il y a plusieurs structures et systèmes. Citez-les. En dehors des institutions de la République. Oui. La présidente de la République, le Parlement. Ça, c'est des institutions. Oui. Maintenant, vous avez... Le système de la Constitution, c'est quoi? Structure et système, il y a d'autres systèmes. Citez-les. Maintenant, l'Académie de la mer... L'Académie de la mer? Oui, l'Académie de la mer, okay. Oui. Maintenant, même la lutte... la cellule spéciale de la lutte contre le terrorisme est une structure de l'État. Voilà, donc prévue comme telle dans la Constitution. Non, est qualifiée comme une structure de l'État. Dans la Constitution? Pas dans la Constitution, mais ce sont des structures de l'État. Mais parlons de la Constitution. Voilà, maintenant, une association, c'est quoi? Je parle de la société civile. La société civile, ben, vous êtes une association? Oui. Voilà, donc je n'ai pas d'association. Mais consacré dans la Constitution. Consacré dans la Constitution. Mais les structures et systèmes dont vous parlez ne sont pas dans la Constitution. Oui, vous ne faites pas une bonne lecture de la Constitution. Je ne peux pas vous laisser continuer, s'il vous plaît. Alors, on dit, le test dit, les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou compléter les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions, oui. Structures oui. et systèmes prévu ou qualifié comme tel dans la Constitution. Vous n'avez pas été qualifié comme tel. Si, c'est faux. La Constitution parle de la société civile. La société civile composante de la démocratie. Les sociétés, les systèmes dont vous parlez ne sont même pas dans la Constitution. Non, je dis, la Constitution parle de la société civile. Mais la société civile. La Constitution ne dit pas que vous êtes une institution qualifiée comme telle. Non, aucune article de la Constitution ne le dit. Je reprends. Même les partis politiques. Les partis politiques participent à la démocratie. Et c'est ce que la Constitution vous dit, que vous participez à la démocratie. Mais les partis politiques là ne sont pas considérés comme des institutions. Alors que les partis politiques sont reconnus comme participant à la démocratie. C'est les structures ou pas? C'est les structures, mais est-ce qu'un parti politique est une institution? Est-ce que c'est qualifié d'une institution? Mais monsieur, il y a une différence entre structure et institution. Non, mais la liste est énumérative dans l'article 102. Elle est énumérative dans l'article 102. Non, s'il vous plaît. Bien, allez-y, continuez, Maître Meïté. Je continue pour dire que lorsqu'il dit que la liberté d'association doit être forcément régie par la loi, nous avons débattu de ça, c'est archi faux. Maintenant, l'aménagement des libertés publiques permet à l'État de régler le fonctionnement des institutions, des associations. C'est ce qui a été fait. Maintenant, dans leur dénonciation, ils disent quand même pas mal de contre-vérités sur le fond. Par exemple, ils citent l'article 12. Il dit l'article 12 de l'ordonnance ne permet pas de donner une limite lorsqu'il y a une enquête de moralité. Soit ils ont mal interprété cette disposition, soit ils n'ont pas lu du tout. Parce que c'est tellement clair. L'article 12 dont ils ont évoqué à son alinéa 2 dit que lorsqu'il y a une enquête de moralité, la structure chargée de l'enquête a 2 mois pour remettre les résultats de l'enquête à l'autorité chargée d'instruire les organisations de la société civile.
Et cette autorité a 23 jours, lorsque l'enquête de moralité est positive, pour donner le récépissé de la déclaration. Mais d'où vient que l'enquête n'est pas limitée dans un temps? C'est archi faux. Maintenant, ils disent aussi que lorsque... On est dans le fond, hein? On est dans le fond, oui. Ok. Allez-y. Ils disent aussi que cette ordonnance ne prévoit pas de recours lorsque l'association décide par décret. C'est une méconnaissance du droit administratif, le principe général du droit administratif. Toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même si aucun texte n'a Mais est-ce que c'est précisé dans l'ordonnance? on n'a même pas besoin de préciser dans l'ordonnance. C'est un principe général des droits. Toute décision administrative qui fait grief à un individu fait l'objet de recours pour excès de pouvoir. Je peux vous citer plusieurs articles, plusieurs jurisprudences. Dans la mode contre le ministère de l'Agriculture, 1950, il a été clairement dit que le recours pour excès de pouvoir est un droit pour chaque citoyen qui est victime d'une violation de ses droits, même si aucun texte ne précise. Et la jurisprudence précise également que même si une décision ne doit pas faire l'objet de contestation, mais le recours pour excès de pouvoir est obligatoire. Ils le savent bien. En dehors de ça, ils ont des moyens. Le recours administratif préalable, qui permet de contester la décision devant l'auteur de l'acte, le recours gracieux, et devant son supérieur hiérarchique, le recours hiérarchique. Merci, Maître Maïté. Les dispositions même du... Merci, Maître Maïté. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Alors, l'article 12 a été cité. Allez-y. Ok. Moi, je suis un peu déçu. Un peu déçu quand même parce que je suis déçu de voir à quel point est-ce qu'on s'est battu pour que les libertés publiques, les droits de l'homme soient consacrés dans la Constitution. Et puis, au moment de réglementer ces libertés, on permet de le faire d'une main qui n'est même pas tremblante, qui n'a même pas peur, en fait. L'immixtion. Vous êtes déçu de quoi? De qui ou de quoi? Je suis déçu parce que demander à l'État une loi dans un domaine précis, ce n'est pas un service qu'on demande. Vous comprenez? La loi, là, c'est l'émanation du peuple. Je n'entre même pas dans l'histoire de qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Mais une loi, c'est plus respectueux par rapport à ce qu'on s'est dit dans la Constitution. Ensuite, je voudrais préciser que je parle en tant que professionnel de la société civile. Par rapport à l'article 12, il faut bien comprendre ce qu'on avait dit. Sur l'article 12, l'autorité qui est chargée de l'enquête de moralité dispose d'un délai. À quel moment et dans quel délai cette autorité chargée de faire l'enquête de moralité est saisie? Monsieur, nous, on a voulu améliorer ce qui n'était pas bon dans la loi de 1960. Le service qui est chargé de faire l'enquête de moralité, qui lui transmet le dossier. Et après quel délai? Quand on fait le dépôt, il reçoit ça après quel délai? Figurez-vous qu'à cause d'enquête de moralité, il y a beaucoup d'organisations qui, jusqu'à présent, n'ont pas leur arrêté définitif. Comprenez? Moi, j'aurais aimé avoir en face d'autres collègues de la société civile. Mais il y a des organisations qui le font et qui obtiennent... Mais dès l'instant où certaines publication au journal officiel en maximum 2 ans. Et il y en a aussi qui ne l'obtiennent pas en 10 ans. Moi qui vous parle... C'est qu'il y a un problème alors? C'est qu'il y a un problème. Peut-être dans ces associations-là? Non, je ne pense pas. Ou avec ces associations? Je ne suis pas le seul. En décidant d'améliorer cette législation, il était question pour nous de faire en sorte que les règles soient les mêmes pour tous et que ça ne soit pas laissé, n'est-ce pas, à l'appréciation de fonctionnaires dans le circuit. Vous comprenez? Quand on fait la déclaration d'une organisation, c'est combien de temps après que l'enquête de moralité commence? C'est combien de temps après que c'est transmis? Nous, on a voulu qu'il y ait des délais à chacune des étapes depuis le stade, n'est-ce pas, de la déclaration. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Par rapport au recours, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, c'est vrai, hein? Mais nous avons dit, il faudrait, et il serait très important, que dans une loi comme celle-là, le recours soit indiqué. Pourquoi? Parce que dans cette même ordonnance, et même dans d'autres tests, il y a des tests où les recours sont évidents, mais on met en bas la présente décision est susceptible de recours. Est-ce que le fait de le faire, en quoi c'est surabondant? En quoi c'est surabondant? Et puis, sur ça même, nous avons un souci. Lorsque nous discutions avec le ministère de l'Intérieur, la possibilité de dissolution prévue à l'article 22 de cette ordonnance. Dans nos discussions, nous avons demandé que ça disparaisse parce que c'était dans la loi de 1960. On a voulu simplement que la dissolution d'une organisation de la société civile soit un processus judiciaire ayant offert aux mis en cause toutes les garanties nécessaires à la défense. Vous comprenez? Je peux répliquer. Donc nous n'avons pas compris. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. Alors que nous avons souhaité que la dissolution soit judiciaire, on met encore là. Et puis tenez-vous bien. Les motivations. Les motivations, c'est quoi? Les organisations qui n'auraient pas travaillé dans le domaine, dans le sens du trouble en faveur de l'ordre public,
de la sécurité intérieure, qui aurait jeté le discrédit sur les institutions, qui aurait... Bref, il y a toute une explication de notions qui ne sont pas précisées. Et comme dans le test, il y a des sanctions pénales, moi je suis bien curieux de savoir, appliqué à cette espèce-là, c'est quoi l'ordre public? Bien. C'est quoi le fait de discréditer une institution? Merci, merci fait... Président. Merci. Allez-y, Maître Meïté. Bon, lorsqu'il dit que les dispositions... on va aller un peu vite, en 2 minutes maximum. Les dispositions qu'il a citées, mais ce n'est pas à une loi sur les associations de pouvoir, ce sont des dispositions, ce sont des infractions pénales qui sont dans le code pénal. Donc, trouble à l'ordre public, là, il suffit de se référer au code pénal. Donc, vous pensez que dans une loi, pour que la loi soit fluide, il faut donner chaque définition de ces dispositions, de ces infractions. Vous savez que ce sont des infractions pénales. Vous êtes un juriste, vous savez que le trouble à l'ordre public, c'est une infraction pénale. Vous savez que atteinte portée à l'intégrité de la c'est une infraction pénale prévue par le code pénal. Des sanctions sont prévues. Donc là, ça c'est un faux débat. Voilà, pour avancer, lorsqu'il dit que les associations... qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure même? Allez-y, Président. Monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, vous savez, peut-être qu'on n'a pas la même lecture. Je répète, nous sommes des professionnels des droits de l'homme regroupés au sein d'organisations des droits de l'homme. On ne fait pas le même travail. Vous comprenez? Voilà. Pour nous, mais qui a dit que nous on est d'accord avec les définitions qui sont données dans le code pénal sur le trouble à l'ordre public? Il faut regarder les activités des organisations de la société civile. Est-ce que vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord? S'il vous plaît, c'est une loi. S'il vous plaît. À plusieurs occasions, Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH et beaucoup d'autres associations, nous avons critiqué les interprétations qui sont faites autour de la notion du trouble à l'ordre public. C'est dans le code pénal. Oui, c'est dans le code pénal, c'est ce que nous critiquons. Du coup, quand ce test est en lien direct avec une liberté publique et la liberté d'association, nous demandons que tout ça soit précisé. Parce que dans le code pénal, on l'a vu. Comment est-ce que le trouble à l'ordre public et le fait de jeter le discrédit ou passer des institutions est utilisé, n'est-ce pas, à géométrie variable. Vous comprenez? Mais là, il s'agit de liberté publique et de dépositaire de liberté publique. Pour nous, le test ne peut pas briller d'une façon aussi floue. Ce n'est pas parce que quelque chose dans le code pénal c'est une loi aussi, n'est-ce pas? Comme ils disent que quand ça sera ratifié, ça aura aussi valeur d'une loi, rien n'interdit à cette ordonnance qui, eux, ils espèrent, sera ratifiée, de préciser ce qui ne l'est pas dans le code pénal. Bien, nous allons marquer une courte pause pour poursuivre. Bon, allez-y rapidement, 30 secondes, allez-y. Dissolution administrative. Lui, il reconnaît que cette disposition existe depuis la loi de 1960. Il faut l'améliorer. Voilà, donc, mais je vous dis que dans pratiquement tous les pays, il y a une dissolution administrative. En France, pays des droits de l'homme, il y a 3 types de dissolution comme en Côte d'Ivoire. Dissolution statutaire, dissolution administrative par décret pris en Conseil des ministres, dissolution judiciaire. Volontaire aussi. D'ailleurs, même en France, plus de 150 associations, depuis la loi de 1936, qui ont été dissoutes par décret. Seul, Macron seul, 34 associations ont été dissoutes par décret. Donc la dissolution administrative existe bel et bien. Et c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes fautes commises par les associations qui sont prises en compte. Voilà, donc là, moi je pense que oui. Mais c'est pas parce que c'est prévu là-bas que ça veut dire que c'est un modèle ici. Nous avons ici nos réalités. Nous disons, regardez le test. Mais pensez-vous qu'il ne faut pas dissoudre une association qui trouble l'ordre public? Qui trouble l'ordre public? Non, mais monsieur, nous avons dit ceci. Il faut définir ces notions, ensuite établir une espèce de gradation. La dissolution, pour nous, c'est l'extrême. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, je ne sais pas, de convoquer ces associations, de les mettre en demeure, de leur faire des rappels à l'ordre, etc., avant d'en arriver. Mais ce serait une occasion d'encourager à mener ces zones d'action qui sont interdites. Mais justement, la dissolution, pour extrême qu'elle est, serait également, je veux dire, une main trop forte et une émission de l'exécutif dans un domaine qui est réservé aux organisations de la société civile qui ne sont pas une structure gouvernementale. Parce que dans le même temps, l'ordonnance dit quoi? Maintenant, on doit soumettre des rapports d'activité. Oui, mais c'est normal. On aura l'occasion d'aborder cela juste après ceci. On revient juste après. Alors, on revient juste après. Ce sera l'occasion de parler dans quelques instants, le jeudi 5 septembre dernier, des organisations de la société civile ivoirienne en Côte d'Ivoire ici ont tenu une conférence de presse à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH. Objectif de cette rencontre, dénoncer l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile qu'elle considère comme une menace pour les libertés d'association et de réunion. Un reportage de Rosita Kona et Ismaël Traoré. On revient juste après. Les organisations de la société civile ont tenu une conférence de presse le jeudi 5 septembre 2024 à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme.
à la Riviera Bonoumé. Ces échanges devant la presse ont tourné autour de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 qui se présente comme un danger pour la société civile. Selon ces organisations, cette ordonnance vise à encadrer au mieux la démultiplication du nombre et des formes nouvelles d'associations et à mettre en cohérence de façon diligente leurs modalités d'organisation et de fonctionnement avec les exigences actuelles de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les organisations signataires de la saisine du rapporteur spécial contestent en tout point de vue l'ordonnance visée sur le fond et la forme. Les organisations signataires s'engagent à user de tous les moyens légaux pour la rétraction de cette ordonnance. Le 14 août 2024, les organisations signataires de cette saisine ont saisi la rapporteure spéciale sur la liberté d'association au niveau des Nations Unies pour contester en tout point de vue l'ordonnance visée. L'économie générale du TES n'aborde aucunement les questions sur les attributions de la société civile, son champ d'action et d'exercice, ses relations avec les pouvoirs publics et un régime de protection des acteurs de la société civile dans l'exercice de leurs fonctions. Alors que l'article 26 de la Constitution du 8 novembre 2016 précité définit la société civile comme un moyen d'expression de la démocratie. Selon les organisations signataires de la société civile, l'objectif de cette conférence de presse vise à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dangers de cette ordonnance, sur la démocratie et sur l'ouverture de l'espace civique et explique les raisons de la saisine du mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur les libertés de réunion. La présente initiative contre cette ordonnance est uniquement motivée par un intérêt purement citoyen et d'intérêt général. Elle résulte de la mobilisation spontanée de plusieurs acteurs de la société civile ivoirienne face à l'adoption de cette ordonnance qui s'assimile à une restriction. Ce d'autant plus que la Constitution ivoirienne elle-même, en son article 26, lequel article qui figure au chapitre 1er intitulé des droits et libertés, indique ceci. La société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. Les signataires lancent un appel au gouvernement pour le retrait de l'ordonnance qu'ils jugent antidémocratique et liberticide. Ils invitent par ailleurs les députés à ne pas ratifier cette ordonnance. Voilà, nous avons vu l'élément. Maître Mété, comment vous réagissez face à cette sortie-là? J'ai réagi face à cette sortie, notamment au niveau du contrôle dont mon contracteur avait soulevé la question. Voici des associations, des organisations qui, dans leurs moyens d'action, dans leur lutte, parlent de démocratie, parlent de transparence. Maintenant qu'une ordonnance impose cette même transparence à ces organisations, ils se roulent par terre d'indignation, ils dénoncent une ordonnance qui les placerait sur tutelle. Aucunement. Si vous exercez dans la légalité, si vous respectez les lois, si vous respectez toutes les dispositions de vos statuts et règlements, en quoi le fait de vous mettre sous un contrôle, essayez de vérifier vos activités, essayez de vérifier votre comptabilité, doit vous poser un problème. C'est parce que ces organisations-là ne veulent pas se soumettre à la transparence, ne veulent pas se soumettre à la démocratie qui contestent cette disposition. Partout au monde, toutes les organisations sont soumises à un contrôle. Contrôle administratif, contrôle financier et fiscal. Contrôle administratif, au niveau même pendant la création de l'organisation, il y a une enquête de moralité qui est ouverte pour vérifier l'authenticité des pièces que vous avez déposées, pour vérifier la sincérité de vos déclarations, pour vérifier la licité de vos statuts, pour vérifier la moralité des membres. Ça, c'est une première enquête. Lorsque l'organisation commence à fonctionner, mais il est normal qu'un pays, parce que ces associations sont en contact avec la population, ces associations ont des moyens d'action. Il est normal qu'un pays sérieux, un État sérieux, s'intéresse à ces activités-là pour vérifier si ces activités sont exercées conformément à la réglementation. C'est normal qu'on s'intéresse à leur comptabilité.
parce que ces organisations reçoivent des dons. Qui donne ces dons? Et c'est à quel objectif? C'est normal qu'un État sérieux s'intéresse à ces questions-là. Je vous rappelle qu'il y a une organisation qui a reçu 400 000 euros de la Russie, du groupe mercenaire Wagner, l'organisation de Kémy Séba, par exemple. C'est dans quel but? Est-ce que ces gens de dons sont légaux? Donc l'État vérifie tout ça. Donc si on n'a rien à se reprocher, mais pourquoi contester ce contrôle-là? Le contrôle partout en Europe, la France que je connais bien parce que j'ai étudié là-bas, j'ai exercé là-bas comme avocat, le contrôle est plus rigoureux. Bien. Mais M. Sémian, est-ce que vous êtes contre le contrôle des associations? Permettez-moi peut-être, parce que vous avez passé l'élément de la conférence de presse, est-ce que vous me permettez d'aller dans un certain ordre? Moi, je suis un peu déçu. C'était moi le conférencier à la conférence de presse, vous l'avez vu, parce que pour nous, c'est un recul par rapport aux acquis qu'on a eu dans la Constitution. Un recul démocratique? Un recul, oui, un recul sur la liberté d'association. Et je veux dire, alors qu'on s'est battu au moment de la rédaction de la Constitution, pour que la société civile soit consacrée comme telle dans la Constitution, cette ordonnance-là vient balayer carrément tout ce qu'on a pu obtenir. Si vous me dites que dans la Constitution, la société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie, elle contribue au développement économique et social et culturel de la nation, mais l'ordonnance ou bien le texte qui parle de la société civile devrait s'inscrire dans le continuum de cet article 26 pour dire quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont, si vous voulez, quel est le champ d'exercice de la société civile, quelles sont les interactions que la société civile doit avoir avec les pouvoirs publics, avec tous les acteurs de la scène civile et de l'espace civique et démocratique. Parce que la Constitution nous donne un rôle. Mais l'ordonnance qui nous réglemente ne parle même pas de ça et ne fait que nous donner des obligations. Si. Je continue. Vous avez dit, on a saisi le rapporteur spécial. Bon, avant ça, partout dans le monde, les associations font l'objet de contrôle. Mais est-ce que nous, on a dit qu'on veut fonctionner en dehors de l'État? Ce n'est pas ce que nous disons. Vous êtes donc pour un contrôle? S'il vous plaît. Ce n'est pas non, ce que nous disons. Il faut qu'on soit clair. Vous êtes pour ou non? S'il vous plaît. Nous sommes pour une espèce de collaboration et de vérification. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais on n'est pas des entités gouvernementales. Vous comprenez? Bon, moi j'ai déjà reçu... Mais si on ne se reproche rien, pourquoi ne pas accepter un contrôle? Vous imaginez une association d'aide humanitaire en Côte d'Ivoire ou bien de quartier, pourquoi refuser un contrôle? Ok, on nous dit, on a l'obligation, entendez bien, l'obligation de soumettre des rapports d'activité et des rapports financiers. Faute de l'avoir fait, c'est des sanctions. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que nous, on n'a pas attendu cette disposition pour volontairement soumettre des rapports dans le cadre de nos domaines techniques respectifs? Mais où est le problème alors? S'il vous plaît, on en fait une obligation, assortie de sanctions. Et là maintenant, l'autorité peut faire des visites. Vous ne financez pas des organisations, mais vous voulez vérifier tout ce qu'il faut. Bon, on m'a parlé de Wagner qui financerait Vous aurez l'occasion, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir là-dessus, vous allez réagir tout à l'heure. Allez-y. On va aller plus rapidement. Vous savez qu'il y a des organisations de la société civile qui ont reçu beaucoup plus que 400 000 euros de la part de l'Union européenne, de la part de la France, etc., etc. Et puis, dans la plupart des cas, pourquoi est-ce qu'on néglige le rôle d'appui que la société civile fait à l'État? Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand la société civile reçoit des financements et aide à améliorer le fonctionnement des services publics, pourquoi on ne parle pas de ça? Quand la société civile, parfois, capte des financements pour œuvrer à ce que l'administration elle-même fonctionne bien, pourquoi on ne parle pas de ça? Mais ce n'est pas contesté. Nous ne sommes pas, si, c'est un peu contesté quand même. Nous ne sommes pas d'accord pour que, à travers ce test, la société civile soit un prolongement obligé de l'administration. Mais autant faire de nous des fonctionnaires. Autant faire de nous des fonctionnaires. Je conteste l'idée selon laquelle partout dans le monde, les associations font l'objet de contrôle et que. Merci, monsieur. Qui est un rapporteur spécial? C'est qui est un rapporteur spécial? Merci. Allez-y, mettez allez-y la question. Quand vous dites que vous êtes d'accord qu'il y ait un contrôle, mais je ne sais pas pourquoi maintenant vous vous plaignez. Si l'État fait de ça une obligation, mais en quoi cela vous empêche de fonctionner comme association? Le contrôle est d'abord a priori pour avoir l'autorisation des essais. Déjà, il y a un contrôle qui est fait. Oui, mais maintenant, pendant vos activités, quand même, il est normal qu'un État sérieux s'intéresse à ce que vous faites. Parce que vous recevez des dons. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de ces dons-là? Parce que je vous rappelle que les associations d'organisation de la société civile agissent à but non lucratif. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des bénéfices, de vous les partager. Ça, c'est tout. Donc, il y a des contrôles aussi par rapport à l'enrichissement sans cause et illicite. Il y a des contrôles
par rapport à ce que vous faites réellement de ces dons-là. Vous avez financé quelle activité? Est-ce que ça correspond à vos statuts et règlements? Vous ne trouvez pas que ce soit normal que l'État s'intéresse à ça? Où est le problème? Est-ce que ça vous empêche, quand vous dites que c'est une entrave à la liberté de réunion, en quoi le contrôle annuel, une fois par an, entraverait votre liberté de réunion? Non, ce n'est pas seulement un contrôle annuel, il peut faire des visites. Oui, oui, c'est normal. Attends, j'ai répondu sur ça. Les visites là, vous ne pensez pas que c'est normal? Est-ce que vous n'avez pas de salariés? Allez-y, je vous écoute. Les organisations des salariés. Donc, vous ne pensez pas que l'inspection du travail, qui est un prolongement de l'administration... Non, ils n'ont pas dit l'inspection du travail. Non, moi, je suis en train de dire. L'inspection du travail. Non, laissez-moi finir. L'inspection du travail, je prends un exemple, puisse aller vérifier quand même les conditions dans lesquelles ces salariés sont... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Parce que l'inspection du travail fait ça ailleurs, dans d'autres pays. Aller dans les associations, contrôler le contrat des salariés, essayer de voir si le droit du travail est respecté. Voilà. En dehors de ça, maintenant, vous ne voulez pas qu'on vous contrôle, alors que vous avez des dons. Mais qu'est-ce que vous faites de ces dons-là? Il faudrait qu'on vérifie ça. C'est ce qui est normal. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment... Vous plaignez pour rien sur ce point. Bien, dans l'ordonnance, la dissolution peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres. Oui. Est-ce que nous dit d'abord la loi de 1960, est-ce qu'il y a changement? Il n'y a aucun changement. La loi de 1960, là, c'est ce qui a été repris, l'article 5 de la loi de 1960, c'est ce qui a été repris dans l'article 22 de la loi de cette Bien, aucun changement. Non, attendez, j'ai fini. Non, il faut être clair, il n'y a aucun changement. C'est ce qui a été repris. C'est ce qui a été repris. C'est-à-dire que le décret, l'article 5 de la loi de 1960 permettait de dissoudre les associations par décret. Maintenant, il y a certains éléments qui ont été ajoutés. Lorsque vous trouvez l'ordre public, lorsque vous incitez les populations à la haine, lorsque vous avez un comportement qui menace la sécurité intérieure, par décret pris en Conseil des ministres, le président de la République peut dissoudre une association. Ça existe, c'est pas. Allez-y là dans le code pénal. Monsieur, nous avons demandé au cours des consultations que cette disposition soit changée. Vous voyez, la loi de 1960 n'avait pas beaucoup d'articles. 38. Mais en proposant, dans le projet de loi que nous avons proposé, l'avant-projet de loi que nous avons proposé, on avait souhaité que ça se soit supprimé. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans le Conseil des Nations. Il ne faut pas dire des choses comme ça à l'emporte-pièce. Il faut suivre comment est-ce que les Nations Unies entrevoient la liberté d'association. Moi, j'engage les uns les autres à lire les observations générales du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur l'exercice de la liberté d'association. Et si vous voulez, sur le type de rapport et d'interaction qui peut y exister entre les associations et les États autour de la mise en œuvre de cette liberté d'association. Nous avions simplement souhaité que cette disposition soit relevée. Pourquoi? Parce que même dans le code pénal, pour nous, déjà en tant qu'observateurs de la vie publique, ça pose problème, l'interprétation de l'ordre public, n'est-ce pas? Le fait que l'exécutif puisse directement dissoudre, ça veut dire que c'est laissé au libre arbitre de l'exécutif de s'asseoir dans un bureau, en Conseil des ministres, et de dire telle association a dit telle chose. Dans le cadre de contrôle citoyen de l'action publique, comme on dit qu'on est une des composantes de la démocratie, mais on peut être amené à ne pas être d'accord avec la façon dont une institution fonctionne. On peut être amené à ne pas être d'accord même avec une décision de justice, puisque la justice est rendue au nom du peuple. Et puis, par cela seul, on va vous dire, un ministre fait une communication au Conseil des ministres, que comme il n'apprécie pas ce que vous avez dit, alors vous encourez... Ça, c'est un procès détention. Vous encourez de... Non, mais à ce stade, vous savez, à ce stade, en matière de liberté d'association, il faut nous entourer de l'ensemble des garanties. Vous comprenez? Je réplique sur ça. Donc vous voulez des garanties, c'est ça? Nous voulons des garanties. Bien, on vous a bien compris. De la liberté d'association. On vous a bien compris. Allez-y, Maître Mété. Allez-y. Mais attendez, cette disposition dont il parle, ça existe depuis 1960. Est-ce que le Conseil des ministres... Mais elle n'est pas bonne. Non, est-ce que le Conseil des ministres s'est réuni un jour, dissoudre comme ça une association? Vous vous rappelez de combien d'associations qui ont été dissoutes? Mais de la même façon, la loi de 1960 prévoyait le financement public des ONG. Combien d'ONG ont été financées publiquement? Non, laissez-moi terminer. Vous pouvez me citer une association qui a été dissoute par décret? C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Voilà, donc je ne parle pas d'un précédent. Monsieur, je dis que cette disposition... Donc votre crainte n'est pas fondée. Mais ce n'est pas parce qu'aucune association n'a été dissoute que ça veut dire que la disposition est bonne. On dit que la disposition n'est pas bonne. Non, donc ce que vous êtes en train de dire, ça c'est un procès détention. Alors, le Conseil des ministres va s'asseoir. On va poursuivre. Merci, Maître Mété. Mais dit que l'organisation peut être dissoute en Conseil des ministres. Merci, M. Sémion. Alors, on poursuit. Prochaine question. Monsieur, le délai je voulais revenir sur non, question de temps. Le délai de 12 mois, selon cette nouvelle ordonnance-là, prévue à l'article 133 de l'ordonnance, et qui donne 1 an
aux ONG pour se conformer à l'ordonnance paraît peu au regard des lenteurs déjà constatées dans le processus de reconnaissance officielle des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec l'ordonnance, vous comprenez? On en est encore à ce stade-là. Et dans l'un de ces points, vous voyez, beaucoup d'organisations ne sont même pas à jour. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'administration. C'est-à-dire, on fait des dépôts et puis on attend. Quand vous partez, l'enquête est en cours. Est-ce qu'ils ont tous les documents demandés? Mais oui, attendez. Parce que quand vous n'avez pas tous les documents, la préfecture ne vous remet pas un récépissé de dépôt. Donc, dès l'instant où vous remettez à la procédure, vous attendez et puis vous implorez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a aussi la question du suivi. Est-ce que les organisations font le suivi? Mais attendez, quand vous me dites que l'enquête de moralité est en cours, on ne nous dit pas qui fait l'enquête de moralité. La loi de 1960. C'est tout ce qu'après. Après le ministère de l'Intérieur. Non, c'est écrit. On ne nous disait pas qui faisait dans quel service précis on faisait l'enquête de moralité. Vous comprenez? Donc vous devez saluer ça. J'ai déjà situé, s'il vous plaît, monsieur, j'ai déjà situé qu'il faut encadrer le tout d'un délai. Quand je dépose, c'est à quel moment que ça arrive au niveau de l'enquête de moralité pour que je sache où mon dossier se trouve. Ça, ce n'est pas précisé. Maintenant, le délai de 1 an qui est donné, monsieur, il n'est pas suffisant. Il n'est non seulement pas suffisant parce que beaucoup d'ONG ont des dossiers qui n'ont pas abouti. Ensuite, pour un test comme celui-là, après 64 ans, nous, on avait pensé qu'il y aurait des dispositions transitoires, c'est-à-dire les ONG dont les dossiers sont dans le circuit. Qu'est-ce qu'on fait entre... Quand vous nous dites on doit se mettre à jour par rapport à la prochaine, à ce test, mais la plupart des lenteurs, ce n'est pas de notre fait, c'est de votre fait. Vous comprenez? Dans le cadre d'acquisition des documents. Donc 12 mois, insuffisant. C'est très peu. Quelles sont les dispositions transitoires? Vous proposez alors combien de temps? On n'est pas dans le fétichisme des délais. Ce que nous on dit, on remet en cause l'ordonnance et on n'est même pas sûr qu'on va arriver à la ratification de cette ordonnance. On espère qu'on ne va pas arriver à cette ratification parce que dans ce que nous proposons, on va revenir sur la question des délais pour que surtout il y ait des dispositions transitoires, c'est-à-dire une loi qui a subsisté pendant 64 ans. On ne donne pas 1 an puis on dit aux gens, mettez-vous en règle. Ce n'est pas seulement l'administration elle-même doit se mettre en règle. Donc, dans l'intervalle de ces 1 an-là, quel est le rôle de chacun? Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, ça peut prendre plus d'1 an. Merci, M. Sémion. Maître Mété, allez-y. Tout ça, ça peut être discuté, ça peut être négocié. 1 an, bon, ça peut paraître quand même peu. Mais en dehors de ça, moi, je reviens sur l'article 12, parce que ce qu'il dit, ce n'est même pas vrai. 53 jours pour faire l'enquête. Si l'enquête est favorable, l'administration chargée d'instruire le dossier de l'organisation de la société civile délivre un récépissé. C'est dans la loi. Je ne l'ai pas inventé. Mais quand je dépose mon dossier, avant que l'enquête ne commence là, il y a combien de délais? Non, mais on dit 53 jours. Non, 53 jours, pourquoi? D'abord, l'enquête doit prendre 1 mois. Maintenant, pour analyser les résultats de l'enquête, si c'est favorable, l'autorité chargée d'instruire l'organisation de la société civile a 23 jours. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, je comprends. Vous ne comprenez pas. Je comprends. Monsieur, je dépose un dossier pour mon organisation en 2014. Je fais le suivi. Figurez-vous que jusqu'en 2020, le service qui doit faire l'enquête de moralité n'est même pas saisi. Vous comprenez? Le service qui doit faire l'enquête de moralité n'est pas saisi. Ce délai-là, il n'est pas précisé dans l'ordonnance, mais c'est de celui-là qu'on parle. Le tout, en fait, ça suit un parcours. Donc, ne prenez pas de délai à partir de la seule enquête de moralité. Donc, avant que ça n'arrive là-bas, quel est le délai? C'est-à-dire, tu ne sais même pas où ton dossier se trouve. On ne t'a pas indiqué un service de police, on ne t'a pas indiqué un service de gendarmerie. Donc, toi, c'est la préfecture que tu connais. Mais ça ici, ça ici. Et quand tu retrouves ton dossier, ce n'est même pas encore allé. Mais on sait tous qu'après la préfecture, je pense bien, c'est la sûreté nationale. Mais qu'est-ce qui empêche de fixer tout ça dans un délai? Parce que le temps que ça arrive dans les services qui est en charge de faire les enquêtes, on n'a aucune maîtrise dessus. Il y a parfois des questions de suivi, les questions de suivi au niveau des associations. Des précédents nous ont démontré que ça a pris plusieurs années. C'est ce que nous voulons régler. Alors, je voudrais vous rassurer sur un point. Pourquoi est-ce que nous, en tant que citoyens, on va s'opposer à un test si ça nous arrange? Pourquoi on va s'opposer? Non, mais attendez. Bien, alors prochaine question. Que répondrez-vous à ceux qui affirment que, d'une manière générale, il n'existe que dans cette ordonnance que des obligations et des sanctions pour une ordonnance qui est supposée les organiser? C'est archi faux. Peut-être que ces personnes n'ont pas lu l'ordonnance. Les droits... Monsieur, j'ai un souci avec l'expression archi faux. Non, mais vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas du tout. Allez-y, allez-y. L'ordonnance précise les droits des organisations. L'ordonnance définit les organisations. Chaque organisation est définie conformément aux droits positifs. Les droits accordés à ces organisations sont clairement déterminés. Ce que vous devez savoir, les organisations ont la liberté d'association, ont la liberté de déterminer leurs moyens d'action, leur fonctionnement. Maintenant, si l'État intervient pour déterminer ce que les organisations doivent faire, ne doivent pas faire,
ce sont les mêmes qui vont dire oui, que l'État intervient dans le fonctionnement de ces organisations. L'État met le principe général de fonctionnement des organisations de manière générale et spécifiquement chaque organisation a son mode de fonctionnement que l'État a prévu. Il appartient à ces associations par leur statut de déterminer leur moyen d'action, ce qu'ils veulent exercer réellement comme activité en tant qu'association. Donc c'est faux. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de rapport entre, ne prévoit aucun rapport entre les organisations de la société civile et l'État, c'est faux. C'est faux. Bien. Parce que... M. Sémian, allez-y, réagissez là-dessus. Cher monsieur, moi, par respect pour mon contradicteur, je ne dirais jamais que c'est faux. Hein? Voilà. On peut avoir des lectures différentes, mais je rappelle encore une fois, je parle en tant que professionnel de la société civile. Voilà. Je voudrais préciser ceci. Un test sur la société civile en Côte d'Ivoire depuis l'adoption de la Constitution ne descend pas du ciel. Il doit au moins sa conformité à la Constitution. Vous comprenez? Est-ce que la Constitution a prévu la société civile ou pas? Donc quand la Constitution a prévu la société civile, tout ce qui découle doit marcher dans ce que la Constitution a dit. Quand nous on dit que ce test ne nous donne aucun droit, plutôt des obligations, mais le droit là, nous le fondons sur quoi? Nous le fondons sur ce que la Constitution a dit. On me dit que je suis une des composantes de l'expression de la démocratie et que je contribue à ceci, à ceci, à cela. Mais le texte qui me réglemente là ne me montre pas en quoi est-ce que moi je contribue à l'expression de la démocratie. Si l'article 25 vous dit, par exemple, les organisations de la société civile s'administrent librement. Est-ce que ça, c'est pas un droit? Vous êtes libre de vous acheter. Non, monsieur, ne restez pas sur la forme. Non, c'est pas sur la forme. Non, la démocratie, c'est un mot. La démocratie, c'est un mot qui a un contenu. On ne vous empêche pas. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est pas un droit, monsieur. Mais comment c'est pas un droit? Ça, c'est pas un droit. Vous pouvez vous... Non, comme moi. Mais vous me dites que je contribue à l'expression de la démocratie. Oui. Donc, pour contribuer à l'expression de la démocratie, je m'administre librement. Je m'administre librement, vous pouvez contrôler ceci, vous pouvez contrôler cela. Non, mais le contrôle est normal. C'est pas parce que vous mais quel est le problème ici? Le problème ici, il est le suivant. Nous, maintenant, parce que c'est moi qui ai dit, avec tous mes collègues des ONG, je n'avais pas terminé. Je ne vois pas en quoi est-ce que ce test-là donne des droits aux organisations de la société civile au regard de la place que la Constitution a donnée aux organisations de la société civile. Dit que, parce que dans le test, il est mis qu'on s'administre librement. Librement, c'est la liberté. En fait, c'est dit là, c'est comme sur nous tolère, vous voyez. C'est du droit, monsieur, c'est du droit. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit. Maintenant, je veux savoir, quand on dit on participe à l'expression de la démocratie, comment est-ce qu'on peut participer à l'expression de la démocratie? Comment est-ce que la société civile occupe l'espace? Qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire? Qu'est-ce qu'elle est en mesure de ne pas faire en matière de démocratie? C'est ce qu'on appelle droit. Oui, mais ce n'est pas le fait de dire qu'on s'administre librement. Non, mais c'est ce que... Allez-y, maître Médier. Non, mais je ne sais pas, ce débat, franchement, c'est ce qui est dit clairement dans la loi. La liberté est fondamentale. À partir du moment où vous êtes soumis sous le régime de la déclaration préalable. C'est-à-dire qu'on ne vous donne aucune autorisation pour pouvoir exister. Et on vous dit que vous avez la liberté de déterminer vos statuts et règlements, vos fonctionnements, mais dans le respect... Et ça, c'est une faveur, c'est ça? C'est pas une faveur. Comment c'est pas une faveur? Dans le respect de la loi, de l'ordre public. Donc c'est ça qui est notre contribution à la démocratie? Non, mais en dehors de ça... C'est ça. Monsieur, quel est l'objet? C'est-à-dire notre objet. Notre raison d'être, je ne parle pas de ces aspects formels, notre objet, notre raison d'être, dans la démocratie que nous sommes en train de construire là, quel est le rôle de la société civile? C'est de ça que je parle. Ça vous détermine ça dans vos statuts, parce que vous êtes libre d'aimer ce que vous voulez dans vos statuts, mais à condition que ce soit conforme aux règles de droit. Je parle de la démocratie. Oui, mais la démocratie, vous pouvez mettre, si vous voulez lutter pour la démocratie, pourquoi pas? Il y a des associations qui sont chargées de ça. Il y a des associations... ça me surprend un peu. Non, monsieur, alors, nous sommes... Monsieur, comme une composante de l'expression de la démocratie, le test doit nous aider à comprendre et à donner, si vous voulez, libre cours aux activités que nous faisons. C'est-à-dire, la société civile en tant que force, vous comprenez, en tant que force, qu'est-ce qu'elle peut faire en matière de démocratie? Qu'est-ce que le gouvernement peut entreprendre avec la société civile? Quel est l'impact de la société civile aujourd'hui? À quel rang est reléguée la société civile sur les questions d'ordre politique, les questions d'ordre social, les questions d'ordre économique et environnemental? C'est ce à quoi nous s'attend, c'est ce qu'on en appelle droit. Alors, on ne nous parle pas de la simple liberté d'association. Alors nous tendons vers la fin du débat. Que feriez-vous si rien n'est fait à ce sujet? Si l'ordonnance n'est pas retirée? Alors, est-ce que c'est possible d'ailleurs? Nous demandons à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et à son Excellence, M. le Président de la République, avec tout le respect qu'on leur doit, d'une manière républicaine. Nous affirmons qu'ils ont été induits en erreur. Ce test est une mauvaise interprétation de la liberté d'association.
Nous sommes très heureux parce qu'en tant que société civile, nous sommes très ouverts sur le monde. Le rapporteur spécial que nous avons saisi a déjà des rapports similaires concernant plusieurs pays. Nous demandons que le rapporteur spécial recadre. Le rapporteur spécial de l'ONU. Oui, sur la liberté d'association. Vous comprenez? Nous estimons que nos autorités ont été induites en erreur. Nous demandons que cette ordonnance soit rétractée. Rétractée pour que le processus d'adoption d'un projet de loi sur la société civile, uniquement sur la société civile, reprenne et puis on aboutisse à un test heureux, conformément aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire elle-même. J'engage encore tous les experts sur la question à aller lire de près les observations générales du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur la liberté d'association. Je les engage à lire les rapports du rapporteur spécial sur la façon dont les États devraient comprendre la liberté d'association. Elle a évolué, la liberté d'association. Et puis, comme la Côte d'Ivoire passe bientôt à l'examen périodique universel, nous ferons en sorte qu'à cette tribune mondiale des droits de l'homme, la question de cette ordonnance soit discutée. Et rassurez-vous, cette ordonnance-là, ce n'est même pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès démocratiques. C'est des temps qu'il faut saluer. Bien sûr, il y a des choses à dire. Il ne faut pas nous voir comme des gens qui critiquent parce qu'il faut critiquer. La Côte d'Ivoire a évolué, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres pays. Mais cette tâche-là va entacher tous les progrès qui ont été faits jusque-là. Et votre mot de La fin? Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Votre mot de non, fin? je ne sais pas mon mot de fin. Allez-y rapidement, question de temps. Aux autorités, nous leur demandons, de manière citoyenne et républicaine, de rétracter cette ordonnance et de recommencer le processus. Il n'y a aucune honte à cela. La petite honte ici sera mieux que d'avoir une honte devant une tribune internationale où la liberté d'association sera bien expliquée et mieux expliquée. C'est ce que nous voulons inviter. Bien. Maître Meïté, pour terminer, que devraient retenir les organisations de la société civile? Les organisations de la société civile devraient retenir qu'elles ne doivent pas s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Mais elles ne sont pas d'accord. Elles ont le droit de s'opposer. Non, elles ont le droit de ne pas Apparemment, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Elles ont le droit de ne pas être d'accord. Mais seulement les arguments avancés sont infondés. La loi, cette ordonnance, même si elle n'est pas à 100%, comment on appelle ça même, bien, mais quand même, on ne peut pas dire qu'aucune disposition ne peut convenir. On a parlé d'enfreindre à la liberté la liberté d'association, à la liberté de réunion et de manifestation. Aucune disposition de cette ordonnance. L'économie générale restreint la liberté d'association en Côte d'Ivoire. Aucune disposition. Il n'a même pas pu citer une seule disposition qui empêche la liberté de réunion. Monsieur, la liberté d'association, c'est un ensemble. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est un ensemble. Je vous ai ramené. Oui. Je vous ai donné des références. Oui. En fait, c'est tellement long qu'on ne pourrait pas les dire ici. Non, laissez-moi finir. La liberté d'association, c'est un contenu, c'est un ensemble. Mis ensemble. Vous comprenez? Merci, voilà. Président. Allez-y ne rapidement. figure pas dans ce test. Merci, M. Sémion. Contient des dispositions claires qui permettent de promouvoir la transparence, l'intégrité et la confiance du public dans les associations. Comme c'est des associations, vous savez qu'il y a 5 associations, hein, alors que nous avons plusieurs centaines d'associations en Côte d'Ivoire. C'est les seuls qui contestent cette ordonnance. Ah non, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, ne dites pas ce que vous ne savez pas, monsieur. Non, mais vous êtes ce n'est pas vrai. Alors, pour terminer, combien d'associations contestent cette question? Combien d'associations contestent cette ordonnance? 22 organisations. Ensuite, avant de venir ici, j'ai échangé avec beaucoup d'organisations, des organisations très reconnues en Côte d'Ivoire. Je vous informe qu'il y a une démarche similaire de 13 autres associations envers les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Sur des milliers d'associations en Côte d'Ivoire. Vous êtes 25. Attendez, oui, mais c'est déjà quelque chose, monsieur. Oui. C'est déjà quelque chose. Bien. Parce que je vous rappelle que l'un des points de victoire que vous prenez, c'est le financement des associations. Merci. 30 secondes pour terminer avec vous. Maintenant, on dit on veut saisir le rapporteur spécial de l'ONU sur les même dans le pays, même de ce rapporteur spécial de l'ONU, les dispositions qui encadrent la liberté publique, la liberté d'association. Je ne suis pas sûr que cette ordonnance. L'expert intervient à titre individuel. Son pays n'est pas engagé dans son mandat. Son pays n'est pas engagé dans son mandat. Il intervient à titre individuel. Donc ne parlez pas de son pays. Il vous reste 10 secondes. J'ai dit, cette ordonnance-là n'est pas pire que tout ce qu'on voit ailleurs. Ça contient des dispositions qui permettent de contrôler les activités des associations, contrôler le financement, c'est important. Et d'ambasser les libertés. Merci, c'est la fin du débat dans cette émission. Merci, M. Sémion. Merci, Maître Meïté. Merci à vous. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet très prochainement. Dans cette émission, nous avons des rubriques. La première rubrique qui vient, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle vous aurez l'occasion de faire des coups de gueule sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également revenir sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, mais en respectant le temps, bien sûr. Vous aurez chacun 1 minute 30. Allez, le carton rouge. Alors, le premier carton rouge de cette émission, la dernière de la semaine, c'est avec M. Sémion. Allez-y, carton rouge.
Alors, nous allons donner un carton rouge, on dira aux autorités ivoiriennes. Aux autorités ivoiriennes parce qu'on veut adresser directement la question de la cherté de la vie. Et en le disant, nous nous exprimons au nom de milliers d'Ivoiriens. Dans ces dernières adresses, le président de la République avait semblé reconnaître les préoccupations de nombreux de ses concitoyens sur le niveau de plus en plus élevé de la vie, les coûts des denrées, de prestations de services, etc. Mais, dans sa dernière allocution, nous avons cru comprendre que les mesures qu'il avait adoptées avaient commencé à prendre leurs effets. Alors, nous ne sommes pas très d'accord avec ça. Parce que on est tous Ivoiriens, on vit dans la cité. Excusez-moi, le niveau de la vie est très élevé. Sincèrement, le niveau de la vie est élevé. Et ces mesures, on n'est pas encore sûr qu'elles aient vraiment commencé à produire leurs effets. En face, nous ne voyons pas de solidarité vis-à-vis des populations. La solidarité signifie quoi? Quand plusieurs Ivoiriens mis ensemble, et là, on est plus à l'aise parce que ça va au-delà de la question des partis politiques. Quand plusieurs Ivoiriens commencent à se plaindre de la cherté de la vie, il faut y jeter un regard beaucoup plus important. Mais en face, qu'est-ce qu'on voit? C'est des créations de ministères, des créations d'institutions, des nominations qui comportent, n'est-ce pas, des coûts budgétaires. Vraiment, ça nous fait un peu froid dans le dos. Le carton rouge à nos autorités, c'est pour leur demander d'être un peu plus regardants sur la souffrance des Ivoiriens. Le niveau de vie est vraiment très élevé et au-delà de la bourse de l'Ivoirien moyen. Voilà donc notre carton rouge. Merci. Ici, vous avez l'occasion de rebondir sur le carton rouge, mais en respectant 30 secondes seulement. D'accord. Moi, mon carton Ça rouge... sera pareil pour vous, pour son carton rouge. Allez-y. va s'adresser à certaines associations. Non, bien avant votre carton rouge, si vous voulez réagir sur son carton rouge ou vous n'avez rien à dire, ça va? Ce qu'il a dit, c'est normal. Bien, donc votre carton rouge alors. Mon carton rouge s'adresse à certaines organisations de la société civile. Je n'ai pas dit toutes ces organisations de la société civile. Nous notamment. Non, pas vous forcément. Qui sont dans une démarche de contestation, ce qui est normal, mais à visée politique. Moi, je pense que les associations doivent être apolitiques et c'est ce que la nouvelle loi dit. Les associations doivent travailler dans l'intérêt général. Les associations ne doivent pas être des appendicites ou des sections des partis politiques. Ce qui a lieu de constater, c'est que certaines associations sont vraiment laissent leur mission de côté pour se transformer en parti politique d'opposition, surtout. Or, il y a la liberté de création des partis politiques. Il y a une loi qui est prévue sur les partis politiques. Si vous voulez faire de la politique, c'est pas bien de faire le mélange des gens. Se servir d'une organisation de la société civile, d'une ONG, pour faire des combats politiques. Vous pouvez militer dans un parti politique, vous créez votre parti politique. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens n'ont pas confiance à certaines organisations. Nous avons plusieurs fois entendu il n'y a pas de société civile ici, puisque ces sociétés civiles sont liées forcément aux partis politiques. Il est heureux que cette loi interdit... Cette ordonnance, pardon, excusez-moi. Cette ordonnance interdit le financement des actions de la société civile par les partis politiques. Cette ordonnance est la bienvenue pour réglementer tout ça. Chacun connaît ses droits et ses obligations. À partir du moment où on est dans le respect de la loi, on est dans le respect de l'ordre public, il n'y a aucun problème. Chaque association peut exercer ses activités sans être inquiétée. Merci, Maître Meïté. Réaction rapidement, 30 secondes. Oui, réagir rapidement pour dire que je suis triste. Je donne un carton rouge. Je donne un carton rouge en retour. Triste que... À qui? À Maître Meïté? Oui, à son propos, pas à lui personnellement, mais à son propos, pour dire que cette ordonnance retire dans la Constitution tout ce que nous avons obtenu. La liberté d'association est mise en danger en Côte d'Ivoire par cette ordonnance qui, dans son économie générale, ne respecte pas la liberté d'association, ne respecte même pas la société civile. En ce que, en disant qu'on est apolitique, on est d'accord, mais en disant qu'on ne doit pas avoir de lien, la notion de lien doit être précisée. En fait, on ne situe pas la société civile au cœur du débat politique, du débat public. En tant que contrôleur de l'action publique, c'est vraiment dangereux. Il y a des pays qui sont moins avancés économiquement que nous,
qui ont de meilleures réglementations sur la société civile. Merci. Les auteurs de ce texte ont été très mal inspirés. Merci. Donc, Alors, place maintenant à la prochaine rubrique. C'est comme ça ici. Hein? Après votre carton rouge, vous n'avez pas le droit de réagir. Moi également, je n'ai pas le droit de poser des questions ou de vous arrêter sur votre carton rouge. La prochaine rubrique, c'est le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nos invités feront, en tout cas, vont réagir sur un chiffre qui est à l'honneur en rapport avec la vie de la nation. Alors, le chiffre du jour, c'est 418. Est-ce que vous voyez, c'est lié à l'actualité ivoirienne? 418. Alors, 418, une étude réalisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé OMS a dénombré en Côte d'Ivoire de 2019 à 2021 418 cas de suicide et 927 tentatives de suicide avec une prévalence élevée chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans et les adultes d'âge moyen de 35 à 59 ans. Alors, la Côte d'Ivoire se classerait parmi les pays africains ayant un taux de mortalité par suicide élevé, estimé à 23 cas pour 100 000 habitants chaque année. Réaction sur ces chiffres-là, 418 cas de suicide enregistrés en Côte d'Ivoire de 2019 à 2021. Bon, le chiffre est élevé. Le chiffre est très élevé. Et je crois que c'est un précédent parce c'est un précédent malheureux. On n'avait jamais connu ça par le passé. Et il est question maintenant de s'interroger. Mais pour le peu que nous on sait, et encore une fois, on peut se tromper, pour le peu que nous on sait, c'est que les conditions de vie sont devenues difficiles en Côte d'Ivoire. Je reviens sur ça, et puis je veux dire, l'environnement dans lequel nous évoluons est de plus en plus compliqué. Par les bribes d'informations que nous avons reçues, beaucoup se seraient suicidés, tantôt par dépit amoureux, d'autres encore par les difficultés de la vie, la difficulté qu'ils ont à évoluer dans les affaires, etc. etc. Donc peut-être sensibiliser davantage les populations sur les méfaits, les torts que ça cause à leurs parents, à leur famille, tout et tout. Et puis, encore une fois, essayer de travailler sur l'assainissement du monde des affaires et faire en sorte que l'Ivoirien se sente bien chez lui, qu'il puisse manger à sa faim et qu'il puisse avoir des conditions de vie décentes. Vous savez, le droit à des conditions de vie décentes, c'est aussi un droit fondamental. Merci, M. Sémian. Voilà. Maître Meïté, réaction. C'est un chiffre qui est alarmant, qui est regrettable, parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas quand même être inactif face à ce taux alarmant de suicide, qui n'est pas normal. Donc il va falloir que nos autorités se pointent sur la question, essayer même de faire des enquêtes pour savoir réellement ce qui se passe. Pourquoi un taux aussi élevé de suicide en Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, le contractuel disait que ça peut être lié à des conditions de vie. Oui, ça c'est vrai. Mais il arrive aussi que, selon les informations qu'on a eues par rapport à ces derniers cas de suicide, des gens qui étaient insérés dans la société, qui avaient une bonne vie. Bon, donc on se pose la question de savoir comment quelqu'un qui a un bon travail, qui a un bon salaire, comment il peut aller se suicider. Peut-être que c'est par dépit amoureux, peut-être c'est par autre chose. Donc finalement, va falloir que l'État se penche sur cette question. Il faut qu'on fasse un travail pour pouvoir trouver quand même les causes de ces suicides-là. Et si possible, si on peut trouver des solutions, pourquoi pas. Merci à vous, Maître Youssouf Meïté. Je rappelle que vous êtes analyste politique et également docteur en droit. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci On espère beaucoup, vous revoir très prochainement dans le cadre d'une autre émission. Merci à vous également, Monsieur Éric M. Sémian, président de l'OIDH. Espérons également vous revoir très prochainement pour d'autres émissions. S'il plaît à Dieu. Nous sommes ouverts à tout le monde. Alors, dans cette émission, nous avons parlé spécialement, en tout cas, de faire un débat autour de l'ordonnance 2024, numéro 2024-368 du 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile ivoirienne. Merci de l'avoir suivi. Rediffusion demain même à partir de 10h15 sur les antennes de Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h15 pour un autre numéro de Entre deux News. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous, sur la Côte d'Ivoire et vos proches. Portez-vous bien et bonsoir.